Java, c'est rapide, ça produit du bytecode optimisé, il y a du typage statique, donc ça permet de faire des gros projets avec de l'autocomplétion, pas mal de checks au niveau compilation, et quand on le compare à des langages beaucoup plus dynamiques, c'est quelque chose qui compte. Il est simple à apprendre et il a surtout un écosystème génial, vraiment très très riche. Et moi, en tant que développeur du framework Spring, c'est aussi un des aspects qui m'intéresse, c'est de pouvoir réutiliser l'écosystème Java. Alors Kotlin, pour moi Kotlin c'est un langage qui est élégant et pragmatique. Ça permet d'écrire du code assez concis. Donc ça veut dire qu'on va mettre moins de temps à l'écrire, mais surtout on va pouvoir le lire et le débugger plus facilement. Et ça c'est super important parce que le nombre de fois où on a besoin de lire le code, c'est assez souvent. L'inférence de type est vraiment sympa, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une syntaxe aussi concise qu'avec des langages comme Groovy, mais avec l'inférence de code, Kotlin va être capable de deviner le type des différentes variables. Mais vous avez le même type de typage qu'en Java, en beaucoup plus concis. C'est un langage qui reste simple et rapide à apprendre. Très bonne interopérabilité avec Java, et puis différentes choses assez sympas qu'on va pouvoir détailler, comme le null safety, les extensions, on va pouvoir écrire des DSL assez élégantes, et puis on n'a plus besoin de point virgule à la fin des lignes. Alors en fait, les cas d'utilisation pour Kotlin, on les voit ici, c'est plutôt du mobile actuellement. C'est-à-dire que ça, c'est un sondage qui a été fait sur le Slack Kotlin, où les développeurs de Kotlin ont demandé pourquoi vous utilisez Kotlin actuellement. Et donc la majorité des développeurs actuellement utilisent Kotlin pour du développement Android, parce que jusqu'à très récemment, Android était limité à une syntaxe Java 6. Maintenant, il y a le support Java 8 qui arrive, mais c'était quand même pas mal limité à Java 6. Et Kotlin, c'est un langage qui permet de générer du bytecode de très bonne qualité, un peu semblable à du bytecode Java. Et donc, on va pouvoir utiliser un langage plus évolué, surtout comparé à du Java 6, mais qui en même temps va garder la même efficacité en termes de bytecode généré. Donc, c'est une des raisons principales pour lesquelles Kotlin marche très bien côté Android. On a 23% qui utilisent côté serveur, et moi je pense que ça va augmenter, notamment dans la communauté Spring, en tout cas c'est mon souhait. 11% autres, notamment du web, on va en parler un peu après, et puis 6% desktop. Alors, comment Kotlin se positionne par rapport à d'autres langages? Alors, tout ça, c'est mon avis personnel, vous avez le droit de ne pas être d'accord, on pourra en discuter après. C'est moi, ma perception des choses. Par rapport à Groovy, pour moi, Kotlin, il produit du code aussi concis, on est aussi efficace. Par contre, Kotlin, il est vraiment statiquement typé, c'est-à-dire qu'on va avoir le même niveau d'autocomplétion, le même niveau de vérification au niveau du compilateur et la même qualité, on va dire, de bytecode derrière qu'avec du Java. Donc, et ça fait une grosse différence. Groovy, il gère du typage statique de manière optionnelle avec add-compile-static, mais là, c'est vraiment au cœur du langage et tout l'écosystème est construit sur un langage statiquement typé. Dans les faits, ça fait une grosse différence. Par rapport à Scala, bon là c'est un peu un troll, mais il y a des personnes qui disent que Kotlin a 80% de la puissance de Scala avec seulement 20% de ses fonctionnalités. Ce que ça veut dire derrière, c'est que oui, Kotlin est moins puissant que Scala, c'est clair. Par contre, ça permet de faire beaucoup de choses, et moi, venant d'un monde plutôt Java 8, même si je fais aussi du front, je trouve que c'est le bon juste milieu, parce que la puissance, ça va aussi avec un coût en termes de complexité, d'apprentissage, etc. Et je trouve que Kotlin a trouvé un juste milieu là-dessus. L'autre phrase, et ça c'est des phrases qui ont été citées d'un article qui a été écrit par un développeur Scala, un mec d'Electronic Arts qui est assez costaud, et son langage préféré reste Scala, donc je les cite avec... voilà, je suis tranquille là-dessus. Pour lui, Kotlin, c'est un langage pour les ingénieurs, là où Scala, c'est un langage pour les scientifiques et peut-être plus pour le monde big data et ce genre de choses. Et je suis assez d'accord avec ça. Par rapport à Swift, qui est le langage lancé par Apple il y a quelques temps pour du développement iOS et qui maintenant, avec Swift 3, Swift 4, va aller vers du développement côté serveur, sur du Linux, etc. En fait, les deux langages sont vraiment similaires. Moi qui ai fait des deux, c'est vraiment, je pense que Swift, c'est le langage le plus proche de Kotlin. C'est vraiment des langages qui sont hyper similaires et je pense que les deux auront pas mal de succès. La différence, c'est que Swift est plutôt basé sur LLVM, à une interopérabilité avec le monde C, là où Kotlin est plutôt orienté JVM, même si on va voir après dans la présentation que ce n'est pas uniquement JVM, et a une interopérabilité qui est plutôt tournée vers le monde de Java et la JVM.
Alors, on va voir un petit peu de code maintenant. Donc, à droite, vous avez une classe Java et à gauche, vous avez son équivalent Kotlin. Donc ça, c'est une classe user qui va définir 4 propriétés de type string. Donc vous voyez que là, que les types sont post-fixés. On les met un petit peu après. Var, c'est pour dire que c'est des types qui sont des propriétés qui sont mutables. Si vous vouliez quelque chose d'immutable, vous auriez mis val. Et on va pouvoir définir si un type peut être nullable ou pas. C'est-à-dire que là, je vois que j'ai string sans point d'interrogation. Ça veut dire que ce type-là sera forcément défini. C'est-à-dire que dans mon code, s'il y a un endroit où je vais pouvoir avoir une valeur nulle là-dedans, ça va péter à la compilation. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre d'exécuter le programme pour sortir une null pointer exception. Je ne peux pas mettre une valeur nulle, enfin l'absence de valeur dans cette variable. Par contre, location, on a mis un point d'interrogation. C'est l'équivalent de option ou optional dans différents langages. Et ça permet de dire que ce type-là peut être mis à nul, mais je dois le déclarer explicitement. Et cette syntaxe à base de points d'interrogation suffixés, moi je l'aime bien, notamment dans le monde JVM où on pourrait avoir des types génériques, on met option de quelque chose, là, ou optional. Là, je trouve que c'est plus lisible, on va dire, et j'aime bien cette syntaxe. On utilise également une syntaxe un peu raccourcie qui permet d'écrire en même temps le constructeur et de déclarer les 4 propriétés. Et vous voyez, alors ça fait beaucoup de choses d'un coup, mais en fait, on a une valeur optionnelle, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir créer un nouvel utilisateur avec uniquement username, first name et last name remplis, et location sera automatiquement mis à nul ou à une autre valeur si je voulais changer ça. Je peux également faire une data class, donc là, ça va encore ajouter, on voit que notre exemple Java, il s'est encore un petit peu allongé. Une data class, c'est une classe qui en plus va redéfinir automatiquement equals, hashcode, toString. Donc ça va nous permettre de, encore une fois, avec un petit peu de sémantique, de rajouter un comportement là où en Java on a besoin de beaucoup de code. Donc vous voyez qu'en termes de lecture et de débugage, c'est là où à mon avis c'est le plus important. En Java, on a des IDE qui nous permettent de créer facilement avec des helpers, on va rajouter des propriétés, des getters, des setters, des toString, etc. À la limite, je le fais quasiment aussi rapidement qu'en Java par rapport à du Kotlin. Par contre, quand vient le temps de relire mon code, débugger le code de quelqu'un d'autre, ou de maintenir ça, moi je préfère avoir à maintenir la version de gauche que la version de droite. On va redétailler un petit peu plus les paramètres optionnels et nommés. Donc là, j'ai une fonction reformat qui va me prendre en entrée plusieurs paramètres. On a un paramètre str qui est de type string et obligatoire, et on va avoir des paramètres optionnels. Vous voyez que, vu qu'ils sont optionnels, on fournit leur valeur par défaut, c'est-à-dire que si la personne ne le précise pas, j'affecte cette valeur-là. Et donc, ça va me permettre d'appeler uniquement reformat avec le paramètre string. Et par rapport à du Java ou à d'autres langages, ça va m'éviter de redéfinir 3, 4, 5 versions overloadées de mon code. Donc là, pareil, en maintenabilité, en Java, j'aurais défini 5 versions différentes avec 5 niveaux de paramètres différents pour la même fonction méthode reformat, alors que là, j'ai juste ça à définir. Donc, on va voir les différentes façons dont on peut appeler cette fonction-là. Donc, juste reformat avec donc, la chaîne de caractères. On va pouvoir également préciser donc, les valeurs des paramètres optionnels pour changer. Donc là, vous voyez qu'on change la valeur de word separator. Donc là, je définis les différents paramètres pour le faire. Par contre, on voit que ce n'est pas non plus super optimal parce que je redéfinis normalize case, uppercase, first letter et divide by camel humps, alors qu'en fait, on garde la même valeur que les paramètres par défaut. Donc, pour éviter ça, Kotlin va me permettre de définir des paramètres nommés, c'est-à-dire que je vais appeler le dernier paramètre uniquement en précisant son nom. Donc vous avez le choix en fait d'utiliser des paramètres par position, ce qu'on a habituellement l'habitude de faire en Java, ou également avec des paramètres nommés, ce qui est utile quand vous avez des fonctions qui ont pas mal de paramètres. Après, est-ce que c'est une bonne idée de faire des fonctions avec beaucoup de paramètres? Ça, c'est à vous de le décider, ça dépend des contextes. Donc voilà, et on peut aussi préciser tous les autres paramètres en paramètres nommés, c'est encore une fois vous qui choisissez. Alors le null safety, je ne pensais pas que ça serait aussi important. Pourtant, Dieu sait que des null pointer exceptions, c'est des choses qui ne sont pas évidentes à gérer, notamment quand on fait un gros framework comme Spring sur lequel je bosse. Mais c'est vrai que le fait de définir et de valider à la compilation si un type peut être nullable ou pas,
ça permet d'éviter beaucoup d'erreurs, en tout cas de les remarquer plus tôt et de les gérer dès la compilation. Donc là, on voit par exemple, on a des exemples de code où lors de la compilation, on va avoir une erreur parce que potentiellement, on va affecter une valeur nulle à un type point. Donc on voit que var location de .point, c'est pas un point avec point d'interrogation, c'est un point tout court, donc il n'est pas nullable. Et donc je vais avoir des erreurs comme ça qui vont être remontées dès la compilation. Et donc ces erreurs, bien sûr, il va falloir que je les gère. Donc j'ai différents outils dans Kotlin qui vont me permettre de gérer ça. Alors on va retrouver des choses qu'on a notamment en Groovy, avec des opérateurs qui me permettent de définir une valeur par défaut si jamais la valeur est nulle. C'est le Elvis opérateur, ou vous voyez que là, quand on écrit var x égale walter.location .x, on va mettre la valeur à nul si location est nulle. Donc voilà, on va juste gérer dès le développement qu'est-ce qui se passe quand j'ai une valeur à nul et définir explicitement le comportement plutôt que de se prendre une valeur d'une pointer exception qu'on n'aura pas forcément gérée. Donc je ne vais pas non plus détailler tout Kotlin aujourd'hui parce que ça prendrait du temps, mais il y a un article sympa de quelqu'un qui bosse chez Basecamp qui a écrit que, en gros, il avait bossé pendant très longtemps en Java et il n'avait jamais trop compris l'amour que peuvent avoir les développeurs Ruby ou Scala pour leur langage, et ça lui semblait un petit peu obscur parce que bon, Java c'était le langage qu'il utilisait pour bosser, il était content avec ça et bon, c'était un peu chiant des fois, mais ça faisait plutôt bien le travail. Et en bossant avec Kotlin, il a vraiment compris ce que ça voulait dire vraiment aimer son langage, et là où le langage est vraiment une aide avec des choses qui aident le développeur à chaque ligne qu'il écrit plutôt que voilà, des pièges dans lesquels on peut tomber. Donc c'est un article que je vous conseille, hein, quand j'ai mis des petits barcodes comme ça, c'est les liens directement pour aller voir les articles en question. Donc Spring plus Kotlin. Donc moi Kotlin, c'est pas mes chefs qui m'ont demandé de bosser dessus et puis de venir faire des présentations. C'est un langage que j'apprécie. Forcément, l'utilisation de Kotlin pour faire les applications Spring Boot, c'est quelque chose qui m'a tout de suite beaucoup intéressé, et donc j'ai travaillé là-dessus en commençant par, je ne sais pas si vous connaissez start.spring.io, mais c'est un site qui vous permet de générer automatiquement un petit projet sous forme de zip avec les classes, la configuration Gradle ou Maven pour commencer un projet. Ça supportait Java, ça supportait Groovy. J'ai rajouté le support Kotlin en fait. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et donc en allant sur le lien là, qui est indiqué en haut, vous pouvez générer un projet Spring Boot Kotlin en à peu près 2 secondes, assez facilement. Si vous allez sur la version juste start.spring.io, vous cliquez sur Advanced pour Full Version pour avoir le choix du langage tout en bas. Et donc, au-delà de j'aime bien Spring Boot et j'aime bien Kotlin, ce que je trouve bien dans les deux, c'est qu'en fait, ils vont bien ensemble. C'est-à-dire que pour moi, ils partagent le même état d'esprit pragmatique et innovant. Pragmatique parce que c'est des choses qui sont simples, faciles à appréhender, bien foutues, bien pensées, qui aident le développeur. C'est pas un truc théoriquement bien et dans la vraie vie, c'est très compliqué. Et en même temps, c'est innovant, c'est-à-dire que ça propose de gagner du temps, des solutions vraiment sympas. Et voilà. Donc je trouve que ces deux projets, le langage Kotlin et le framework d'intégration Spring Boot, ils partagent le même état d'esprit, que c'est aussi pour ça qu'ils collent bien ensemble. Alors, ils fonctionnent plutôt bien ensemble. Après, il y a des petits trucs à savoir. Donc, j'ai écrit, on verra le lien après, mais j'ai écrit une fac Spring Boot, enfin Spring plus Kotlin pour vous mettre au courant de tout ça. Les deux petits soucis majeurs que vous allez avoir, c'est Kotlin, en fait, quand vous avez une annotation qui a des attributs de type array, de type tableau, quand vous êtes en Java, vous pouvez directement mettre une valeur. Par exemple, vous pouvez écrire request mapping méthode il est de type tableau, égale request method.get. Là où Kotlin, un peu comme Scala, je crois, c'est un peu ce souci-là en Scala, vous devez écrire array of get, parce qu'en fait, il ne fait pas automatiquement la conversion entre les deux. Donc ça, c'est pas la mort, hein, c'est juste qu'il faut écrire un peu plus de code, mais c'est pas super intuitif. Et donc, ça sera corrigé dans Kotlin 1.1. On a gueulé, ils ont écouté, et donc ça sera corrigé. En attendant, ce que vous pouvez faire, c'est avec Spring Framework 4.3, qui sera utilisé dans Spring Boot 1.4, on a mis des annotations un peu raccourcies @getMapping, @postmapping, qui sont des notations raccourcies pour @requestMapping. Et donc avec ces annotations-là, vous avez moins besoin d'utiliser
des attributs de type tableau, puisque c'est déjà renseigné, donc ça permet de simplifier un petit peu le code. L'autre souci, et j'ai envie de dire le plus embêtant, encore une fois, on peut facilement le corriger, mais moi ce que j'aime bien avec Spring Boot et Kotlin, c'est écrire une application, c'est logique, ça fait sens, il n'y a pas de piège. C'est que Kotlin a un comportement où les classes et les méthodes sont final par défaut. C'est-à-dire que dans Java, par défaut, vous pouvez redéfinir, étendre une classe, redéfinir une méthode. Avec Kotlin, par défaut, c'est final, et vous devez dire qu'une classe ou une méthode est open. Donc, alors c'est un choix qui se discute, hein, il y a eu des discussions extrêmement longues et houleuses sur le sujet. Bref, Kotlin a fait ce choix-là et pourquoi pas. Par contre, là où ça pose problème, c'est avec quand vous faites du mock, quand vous avez des frameworks comme Spring qui font du proxy, c'est-à-dire que pour la transaction, pour la sécurité, Spring, il va en fait étendre pour des raisons techniques votre classe, votre bin. Et ça nécessite avec les proxys de type CGlib d'étendre la classe. Et donc, vu que la classe par défaut est final, avec Kotlin, il va vous envoyer bouler. Donc là-dessus, moi j'ai deux réponses à apporter. La première, c'est pour vos services et vos repositories, utilisez plutôt des JDK Dynamic Proxy. En fait, dans Spring, il y a deux types de proxy. JDK Dynamic Proxy, c'est en gros quand vous faites des implémentations qui ont une interface. Donc en fait, le proxy va se faire au niveau de l'interface avec les capacités que la JVM nous offre et on n'a pas besoin d'étendre l'implémentation. Et par contre, quand vous n'avez pas d'interface, il va être obligatoirement généré un proxy de type CGlib. C'est le cas, par exemple, des classes de type configuration, add configuration. Là, c'est forcément du CGlib. Donc, pour ça, eh ben, vous rajoutez open sur la classe et à chaque méthode pour permettre à Kotlin d'étendre la classe. Là, encore une fois, on a beaucoup discuté avec les gens de Kotlin. Et donc, c'est assez récent. Hein, je crois que c'était il y a 3 semaines que ça a été annoncé. Donc, a priori, ça sera corrigé dans Kotlin 1.1. On va avoir une solution, en fait, dans Spring Framework, on va ajouter des petites métadatas pour dire à chaque fois que tu as un add component, parce que add service, add controller, add configuration, c'est tout des add components. Dès que tu as un add component, c'est open. C'est-à-dire que le développeur, lui, il ne peut pas étendre la classe. Par contre, des frameworks comme le nôtre pourront étendre la classe. Et comme ça, on aura réglé les deux problèmes vraiment un petit peu embêtants quand on fait du Spring plus du Kotlin. En attendant, vous pouvez appliquer ces workarounds. Donc, si vous voulez avoir le détail mis à jour de ce genre de petites astuces, à savoir quand on fait du Spring Boot et du Kotlin, allez voir la fac que j'ai écrit sur le projet Spring Kotlin que j'ai créé. Je le continuerai à le tenir à jour. On bosse pas mal avec les équipes de Pivotal bossent pas mal avec les équipes de JetBrains pour que l'utilisation des deux ensemble se passe très bien. Alors, maintenant, on va passer sur la petite application exemple donc, que j'ai créée. Alors, l'application exemple, c'est la suivante. On va avoir un front qui va être développé en JavaScript, qui va utiliser une librairie qui s'appelle OpenLayers. OpenLayers, c'est une sorte de Google Maps open source qui va nous afficher donc une carte. Et le but de cette application, ça va être déjà de géolocaliser la personne. Donc là, on va utiliser l'API géolocalisation de HTML5. Et quand on clique, on va pouvoir mettre un message géolocalisé qu'on va pouvoir taper. Et comme ça, les autres utilisateurs connectés verront le message apparaître. Et voilà. Petite application bidon, hein, mais c'est pour avoir un exemple un peu plus sympa qu'un Hello World ou qu'une to-do list. Le back-end, il est fait avec Kotlin, avec Spring Boot et avec PostgreSQL, qui est une base de données que j'aime tout particulièrement. On va utiliser du serveur SendEvents aussi pour pusher les messages qu'on a créés vers les autres utilisateurs, ce genre de choses. Donc le code, il est disponible sur GitHub, donc vous pourrez aller le voir, c'est sur s/geospatial-messenger. Et donc là, on va faire un petit zoom sur les différents éléments de mon application. Donc quand on fait une application avec Spring Boot, on va faire des contrôleurs Spring MVC, classiquement pour exposer des web services REST. Donc là, on va avoir notre address controller, qui est donc notre contrôleur user controller. C'est un contrôleur classique comme on peut l'avoir en Java. Premier élément, vous voyez qu'on utilise la petite syntaxe qui nous permet de faire de l'injection de dépendance directement au niveau du constructeur. Donc avec Spring Framework 4.3, on n'est plus obligé de mettre auto-wired sur le constructeur. Donc là, j'utilise cette petite astuce pour faire en sorte que Spring en fait, va directement injecter un bin de type user repository dans ce contrôleur. Je suis sur un modèle à 2 couches, hein, je n'ai pas mis de couche service. Sur une vraie application, vous aurez sûrement un service entre les deux, transactionnel, etc. Là, c'est juste pour aller un peu plus vite. Ensuite, on va avoir nos différentes méthodes, comme classiquement en Java,
À noter, donc là j'ai utilisé pareil une petite nouveauté de Spring 4.3 avec add_post_mapping, add_get_mapping, mais vous auriez pu utiliser add_request_mapping classiquement. Voilà, add_response_status, ça ne change pas. Et puis vous voyez qu'on va avoir une syntaxe un peu plus courte pour déclarer les différentes méthodes. Donc tout ça c'est statiquement typé, c'est-à-dire que là vous voyez que j'ai par exemple la fonction list dont je ne précise pas le type de retour. En fait, la fonction list, elle va automatiquement récupérer le type de retour de repository.findAll pour typer statiquement la function list. Donc l'inférence de type, c'est la façon de Kotlin de deviner le type des méthodes à partir de ce que vous précisez dans votre code. Et donc là, vu qu'on affecte directement repository.findAll à list, il va automatiquement deviner le type. Donc voilà, donc vous voyez qu'on a une syntaxe un peu plus courte pour déclarer tout ça et qu'on arrive à écrire un contrôleur de manière assez rapide. Les méthodes et les classes sont publiques par défaut, donc on n'a pas besoin de le rajouter. Pareil, c'est un des nombreux éléments qui font que ce sera beaucoup plus rapide d'écrire le code en Kotlin. Côté repository, donc là, on va changer un petit peu. Sur une application classique Spring Boot Java, j'aurais sûrement utilisé du Spring Data JPA pour faire ça. Donc clairement, Spring Data JPA, ça marche très bien avec Kotlin. J'ai fait une application exemple qui est une Spring Boot Spring Data JPA, dont vous avez le lien qui est en bas. Ça marche très bien. Après, là, l'idée, c'était de vous montrer un peu là où on peut aller en faisant du code Kotlin idiomatique, c'est-à-dire vraiment du code qui tire parti des spécificités de Kotlin. Donc on va utiliser autre chose. On va utiliser Exposed, qui est une librairie SQL Kotlin, qui vous permet d'écrire des requêtes SQL en code Kotlin, en fait. Alors pourquoi utiliser SQL sans JPA? Pour avoir plus de contrôle sur vos requêtes, avoir une stack plus légère, tirer parti des fonctionnalités natives de la base de données. Et voilà, on n'a pas souvent besoin de changer de base de données. Donc deux exemples avec PostgreSQL. Un exemple que je vais utiliser là, c'est les requêtes de type géographique, puisque donc on va utiliser PostGIS, qui est un cartouche géographique, c'est-à-dire une extension géographique de PostgreSQL, pour faire des requêtes de type donne-moi les points qui sont dans telle emprise géographique. Ça, c'est un premier exemple. Mais un autre exemple que vous pouvez utiliser sur tout type d'application et pas forcément géographique, c'est le support natif JSON, qui n'a pas arrêté de s'améliorer dans PostgreSQL et qui, quasiment au niveau maintenant des BDD NoSQL type Mongo ou Couchbase, où là, par exemple, vous voyez que dans mon exemple, je vais créer un champ de type metadata qui va être de type JSON-B. Et donc, ce n'est pas juste un champ où j'aurais pu mettre du texte, c'est vraiment un champ qui va être nativement compris et indexé. Vous voyez que je mets un index sur ce champ-là. Ça va être indexé par PostgreSQL. Et donc, vous voyez que dans les requêtes que je fais, je vais pouvoir faire des clauses where qui vont dépendre sur un bout de valeur de l'objet JSON que j'ai dans mon truc metadata, avec le même niveau de performance que si j'avais une colonne dédiée dans mon code. Et vu qu'avec Java et Kotlin, on est sur du code quand même assez statiquement typé, pouvoir ajouter des colonnes un peu comme ça, dynamiques, ça permet de faire un peu plus de choses comme on fait dans le monde PHP ou des choses comme ça, des choses un peu plus dynamiques dont on n'aura connaissance qu'au runtime de votre application. Ça peut être utile pour coder des CMS ou des choses un peu dynamiques comme ça. Donc, classiquement, avec Spring Boot, il va automatiquement vous lancer un fichier schema.sql que vous avez dans vos ressources au démarrage de votre application. Donc là, quand j'ai fait la version SQL de cette application, j'ai écrit mon code SQL avec des if not exist pour que ça ne pète pas au deuxième lancement. Et ça me permet de créer la syntaxe, la structure SQL de mon fichier, de mon application, pardon. Et avec Expose, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ce code qui décrit la structure de ma base de données directement en Kotlin. C'est-à-dire que Expose, ça va être une DSL SQL en Kotlin. Donc c'est une abstraction, au même titre que JPA, mais plus bas niveau. Et je vais derrière uniquement directement générer du SQL. Et ce qui est bien, c'est que c'est une DSL avec de l'autocomplétion, c'est-à-dire que là, je vais définir ma structure. Donc là, vous voyez que je crée un objet. Donc un objet, c'est un singleton en Kotlin, qui est de type table, dans lequel je vais définir chacune de mes colonnes avec le type, integer, text, si c'est un auto-incrément ou pas, une clé primaire, et puis des références entre les différentes colonnes. Ça, je le définis de manière statiquement typée. Vous voyez que ma colonne author, elle a un lien vers users.username. Donc là, en termes de refactoring, de check à la compilation de notre application, on est pas mal. On va voir après qu'on va réutiliser ces choses-là aussi pour l'implémentation du repository. Donc là, on se fait une petite interface CRUD repository pour mettre devant ce repository-là.
Et pour l'implémentation de mon repository, plutôt que d'avoir un truc qui va étendre du CRUD par défaut, comme on a l'habitude dans le monde Spring Data, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement utiliser, vous vous rappelez, nos objets messages et users. Donc, là, c'est vraiment la structure de ma base SQL. Et ben en fait, je vais utiliser ces objets-là pour écrire, pareil, avec une API statiquement typée, mes requêtes. Vous voyez que update location, c'est users.update. Donc users, c'est vraiment l'objet que j'ai défini juste avant. .update, et je vais faire users.username equals username. Donc ça, c'est une API SQL écrite en Kotlin qui me permet d'avoir en statiquement typé, d'écrire mes requêtes super facilement et sans génération de code. En Java, vous avez peut-être fait du Juke ou du query DSL. Moi, la génération de code, je n'aime pas, voilà, pour plein de raisons que je ne vais pas détailler aujourd'hui. Donc là, c'est des choses qui se passent sans génération de code. C'est-à-dire que le système de type de Kotlin est suffisamment puissant pour me permettre de faire un Juke ou un query DSL, mais sans avoir cette étape de génération de code un peu pénible. Donc c'est assez puissant. Ce qui est bien aussi, c'est que les gars d'Expose, ils ont rajouté le support de add transactional, donc ils ont rajouté le support des transactions Spring il y a quelques temps. Donc là, j'ai ma classe qui a noté add transactional, et on a Expose qui va nativement gérer des transactions Spring pour tout ça. Mais vous avez vu que là, on fait une application de type géographique. Et donc, Expose, lui, il gère le SQL normal, mais les extensions type PostGIS, il n'en a aucune idée. Donc, la question que je pose là, c'est comment j'ai pu écrire des choses. Là, vous voyez que dans mon code, je ne sais plus où je l'ai mis. Là, vous voyez que j'ai, dans Find by Bounding Box, j'ai un opérateur within. Au passage, là, quand j'écris users.location within box, en fait, c'est une fonction. Within, c'est une fonction. J'aurais pu écrire users.location.within, ouvrez les parenthèses, box. C'est juste une manière d'écrire plus fonctionnelle, plus sympa. Donc pour ça, il y a une fonctionnalité de Kotlin qui est vraiment super, qui s'appelle les extensions, qui me permet d'étendre un type. Donc c'est une résolution qui est faite de manière statique, un peu comme des imports statiques. Vous allez écrire une extension, donc vous allez dire par exemple là qu'on va rajouter une méthode point à la class table, qu'on va rajouter un opérateur de type within, à expression with column type. Et donc, ça va me permettre de rajouter des fonctionnalités à une classe existante. Donc, c'est une sorte de juste milieu entre les langages dynamiques où on peut faire tout et n'importe quoi, et par exemple JavaScript, et Java où j'écris un truc et c'est fixé, c'est dans le marbre. Bah là, entre les deux, les extensions Kotlin qui sont statiquement résolues avec un import, ça me permet de rajouter des choses sur des types existants du moment qu'ils sont open. Et ben c'est super parce que là, avec juste quelques lignes, ça me permet de rajouter un support, moi-même, support de géospatial à une API qui n'est absolument pas prévue pour. Et avec ça, vous pouvez étendre pas mal de classes courantes. C'est ce qui est pas mal utilisé dans Android. Il y a des extensions, donc Android, Kotlin, qui permettent d'étendre les types natifs Android qui sont un peu chiants des fois. Ça peut être utilisé pour ajouter différentes méthodes à des types dans vos applications. Enfin, il y a plein de cas. Il y a plein de cas d'utilisation. Je vais aller vite, s'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc mes configurations, donc là, pareil, ça doit être open parce que le problème c'est glib avec Kotlin 1.1, vous aurez plus à faire ça. Je déclare mes bins comme je l'aurais fait dans une application classique. Vous voyez que la méthode main, elle n'a pas besoin d'être encapsulée dans une classe, donc je peux la mettre directement à la racine ou dans un fichier qui lui est propre. Et avec Spring Framework 4.3, donc j'ai rajouté le fait que le module Jackson Kotlin, qui permet de serialiser et désérialiser plus facilement les objets Kotlin, les classes Kotlin, est nativement enregistré s'il est dans le class pass. Donc vous avez juste à le rajouter dans la conf Gradle Maven et il sera automatiquement pris en compte. Le build de Gradle, eh ben, c'est un build classique où je vais rajouter juste le plugin Kotlin et les dépendances, vous voyez, Kotlin stdlib, Kotlin reflect. Voilà, et sinon, c'est un projet où je vais utiliser mes dépendances Spring classiques et puis vos dépendances Java classiques, voilà, vous connaissez déjà. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une annonce qui a fait pas mal de bruit. Gradle, ça commence par un G, c'est basé sur Groovy, et donc ils ont annoncé il y a quelques semaines alors ils continuent à supporter Groovy, mais ils vont switcher sur Kotlin pour écrire la DSL, donc c'est-à-dire que là, ça actuellement c'est du Groovy, ça pourra également être du Kotlin et ça sera même le langage préféré entre guillemets
Comme je disais, je crois que c'est Cédric Champeau qui disait ça, Kotlin, c'est un peu le petit frère de Groovy. Il y en a qui n'aiment pas quand on dit ça, mais moi je trouve que c'est vrai en fait. Enfin, Kotlin, il s'inspire de différents langages, il a pris des bouts de Scala sans en prendre toute la complexité, il a pris plein d'idées chez Groovy, il a pris plein d'idées ailleurs. Et je pense vraiment que Kotlin, c'est un petit frère de Groovy, qui est statiquement typé, qui génère du bytecode plus optimisé, qui a forcément appris des erreurs des autres langages parce qu'il est arrivé plus tard. Mais c'est assez vrai, donc je ne suis pas si étonné que ça, même si c'est assez couillu de la part des gens de Gradleware d'avoir fait ce switch si tôt, que Gradle passe sur Kotlin, parce que du coup dans l'IDEO, vous allez avoir, je ne sais pas si, peut-être pas encore utilisé, mais vous allez avoir de l'autocomplétion, vous allez pouvoir développer des plugins Gradle plus facilement, et c'est un switch qui fait vraiment sens. Juste, je ne l'ai pas vu venir si tôt, voilà, mais je suis très content qu'ils aient fait ce choix-là. Et donc ça va arriver avec les prochaines versions de Gradle, mais c'est un vrai gros mouvement intéressant. En termes de déploiement, on va générer une application Spring Boot qui va être un jar auto-exécutable classique, pour ceux qui ont l'habitude de faire du Spring Boot. Le jar, il fait 18 mégas. Ça démarre en 2 secondes 8 sur mon laptop. Et surtout, c'est léger. L'application, elle tourne avec XMX 32 MB. Donc voilà, à une époque, on dit ouais, mais peut-être Java, c'est un peu trop lourd, faire du microservice, etc. Voilà, ça tourne avec du XMX 32 MB. Je ne dis pas que je la mettrai en prod avec ce conf-là parce qu'il va y avoir pas mal de garbage collector, mais en 64 MB, ça passe tranquille, quoi. Parce que Spring Boot, mine de rien, il est quand même pas mal optimisé, surtout les dernières versions, parce qu'on n'a pas utilisé JPA, parce qu'on n'a pas utilisé Hibernate. Et voilà, quand on a l'habitude de voir le poids d'une application Spring, on regarde la configuration classique, Spring Boot, Hibernate, JPA. Si on fait le pari de dire j'utilise une librairie peut-être de persistance plus légère, plus ciblée, telle que celle que j'ai utilisée là, et on a une application qui est super super légère, super rapide à démarrer, et voilà. Donc c'est intéressant de faire bouger des choses comme ça dans l'écosystème. Alors il me reste 5 minutes pour terminer avec les choses qui vont arriver, et il y a des choses plutôt sympas au programme. Donc, moi je vais travailler sur des extensions. Vous avez vu le mécanisme d'extension qu'on a vu tout à l'heure, ça permet d'étendre des classes existantes. Donc on a commencé à travailler avec d'autres personnes de chez Netflix et puis d'autres contributeurs sur des extensions Kotlin pour Spring, qui vont notamment permettre je sais pas moi, d'accéder à un modèle avec une notation de type tableau, qui vont pouvoir permettre d'utiliser le système de type de Kotlin pour le client REST template. Enfin voilà, il y a plein de petites améliorations qu'on est en train de mettre en place. Et c'est des extensions, pour l'utiliser, vous aurez juste à ajouter le jar Spring Kotlin, et avec ça, vous pourrez, avec un import, utiliser les nouvelles fonctionnalités sur les types existants. On a également des extensions Kotlin pour Reactor qui vont arriver. Il faut juste que j'ai le temps de travailler dessus, mais ça va arriver bientôt. Parce que Kotlin est aussi super adapté à la programmation réactive et à tout ce qui est basé sur des lambdas. On a des supports du new label dans Spring Framework, notamment Spring MVC, c'est-à-dire que vous avez vu l'information au niveau du système de type. Il y a un point d'interrogation, c'est new label, donc quelque part c'est optionnel. Il n'y a pas de point d'interrogation, c'est obligatoire. Ça, c'est des informations qu'on peut réutiliser dans Spring MVC pour dire required à true ou à false sur un paramètre, par exemple. Donc c'est des choses qu'on va essayer comme ça d'intégrer de manière non intrusive, utiliser les informations supplémentaires que nous donne le système de type Kotlin pour vous rendre la vie plus facile et l'intégrer au programming model Spring et Spring MVC. Et puis on continue à bosser avec l'équipe Spring Boot pour que l'intégration entre les deux se passe bien. On va avoir également Kotlin 1.1 qui va arriver, on ne sait pas quand, mais ils sont en train de travailler dessus. Au menu, je ne vais pas tout détailler, hein, mais il y a des coroutines, il y a les alias de type, il y a la génération de bytecode de Java 8, parce qu'actuellement Kotlin génère du bytecode Java 6, et donc on va pouvoir générer du bytecode Java 8, par exemple, qui va tirer parti des instructions bytecode pour les lambda, etc. Là, aujourd'hui, génère des classes anonymes. Ça générera juste du bytecode un peu plus optimisé, hein, c'est tout. On va avoir donc, a priori, la gestion qui permet de gérer des proxys de type CGlib sans avoir à faire du open. Donc c'est utile pour du mock, pour Spring, même pour Java EE, enfin voilà, pour tous les frameworks qui utilisent un peu de la magie, qui nécessitent d'étendre une classe niveau framework. On a également un travail qui est en cours, Kotlin vers JavaScript, c'est-à-dire que Kotlin, c'est pas que pour la JVM, ça permet aussi de compiler vers du JavaScript. D'ailleurs, dans une des branches de mon application, vous verrez, il y a une branche Kotlin.js, où le front en JS, on l'a réécrit avec l'équipe de Kotlin, en Kotlin justement, qui permet après de générer du JavaScript à partir de ça.
Alors ça, c'est des trucs qui sont, j'ai vu 2-3 slides et 3 messages sur les forums de Kotlin, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes, mais c'est des infos qui émanent des gens de JetBrains, donc je ne sais pas quand ça arrivera. On commence à parler d'un Kotlin native, c'est-à-dire de générer du code natif à partir de code d'application Kotlin. Donc a priori, ça serait basé, il travaille sur un backend LLVM. LLVM, c'est une sorte de bytecode intermédiaire qui permet après de générer du code natif vers différentes plateformes. C'est utilisé par Rust et par Swift notamment. Donc le principe, ça serait de faire une ahead of time compilation du code Kotlin. Ça vise un runtime plutôt léger, avec beaucoup moins de mémoire consommée. Et donc ça cible l'embarqué, les choses vraiment qui nécessitent du code vraiment léger. Donc c'est les choses qui sont pour l'instant à l'état expérimental, sur lesquelles ils sont en train de travailler. Je n'ai pas de date de sortie, de choses comme ça. Mais le fait qu'ils travaillent dessus, ça me paraît intéressant. Et le dernier, c'est encore plus hypothétique, mais j'en parle parce que je pousse beaucoup pour ça et j'y crois énormément. Il y a WebAssembly. Donc WebAssembly, c'est le bytecode du web. C'est quelque chose qui est en cours de travail par le W3C, Google, Mozilla et les autres. A priori, les 4 navigateurs majeurs, Chrome, Edge, Firefox, Safari, sont en train de travailler sur le support. C'est d'ailleurs intégré dans Chrome Canary, donc c'est quand même un signe que ça devrait arriver. Clairement, pour le développement d'applications JavaScript, ECMAScript aussi, et TypeScript, pour moi, ils ont gagné la guerre. C'est pour ça que compiler du Kotlin en JS et bosser sur une interop Kotlin vers du JavaScript, pourquoi pas, tous les langages le font, il y a Scala.js, pourquoi pas Kotlin.js, hein, tout le monde fait ça, mais ça génère quand même du code JavaScript pas super optimisé, assez gros, et face à du TypeScript, je n'aurais pas forcément tendance à choisir du Kotlin pour développer mon front, mis à part pour l'avantage de partager du code entre le front et le back. Par contre, générer du WebAssembly, donc du bytecode du web, à partir d'un code Kotlin, construire un vrai écosystème Kotlin orienté front, ça me paraît beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus intéressant sur le long terme. Et vous avez vu juste avant, je vous ai dit que les gars de JetBrains ils bossaient sur un backend LLVM. Ça tombe bien, la meilleure façon de générer du code WebAssembly, c'est de le faire à partir de code intermédiaire LLVM. Donc en gros, vous pouvez faire du LLVM vers WebAssembly. Donc si on a du Kotlin vers du LLVM, vous voyez un peu la chaîne, et on pourrait espérer avoir ce support-là. Donc j'en ai discuté avec eux, vous verrez sur discuss.kotlinlang.org, il y a des bonnes discussions sur le sujet. A priori, ça les intéresse. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, j'ai aucune info là-dessus, mais ça me paraît être une vraie piste pour un vrai support front de Kotlin, pas juste une transpilation de Kotlin vers JS, tous les langages le font, et ça marche pas super bien. Enfin, c'est pas pour rien si Google a arrêté GWT, a arrêté Dart aussi, enfin arrêté Dart. Dart, voilà, est un peu en mode pause quand même. Donc je pense que WebAssembly, c'est une grosse opportunité pour Kotlin. Ça permet d'éviter le hack, parce que moi je considère quand même que c'est un hack de compiler Kotlin en JS. Et voilà, ça permet de créer des applications front vraiment performantes, et j'espère que ça arrivera à suivre dans les prochains mois. Je finis extrêmement rapidement en vous montrant qu'il y a KotlinCons, donc try.kotlinlang.org pour apprendre à faire du Kotlin en ligne, super facile. Et vous avez du Slack, des forums, des choses comme ça, donc n'hésitez pas à regarder. Je publierai les slides de toute façon sur mon Twitter S Deleuze, vous aurez le lien. Et je vous remercie.